RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10 et c'est le débat du jour sur RCF et Radio Notre-Dame chaque matin. Louis Dauphren est en vacances, c'est Étienne Pépin qui le remplace. Rebonjour Étienne Pépin. Rebonjour Pierruc, bonjour à tous. Et ce matin nous sommes accompagnés d'Antoine Assaf, écrivain et philosophe, et d'Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur. Bonjour messieurs, c'est la journée des Antoines. Bonjour les Antoines. Bonjour à tous. Et déjà il y a 2 noms dans le calendrier des saints. Je vous donne Padoue, je prends le grand. Un beau prénom. Oh, Étienne Pépin, on va partir au Maroc ce matin. Exactement, Emmanuel Macron est au Maroc. Il a prononcé hier un discours devant le Parlement du Royaume. Il a évoqué les liens entre les deux pays, mais aussi 2 dossiers brûlants, ceux de l'immigration et du Sahara occidental. Concernant ce territoire situé au sud du Maroc, où le pouvoir marocain s'oppose à des indépendantistes soutenus par l'Algérie, Emmanuel Macron a indiqué que le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Emmanuel Macron a par ailleurs appelé à une coopération naturelle et fluide avec le Maroc contre l'immigration illégale et à davantage encore de résultats en la matière. C'est une histoire d'amour à soigner, Antoine Assaf, la relation entre le Maroc et la France. Si vous voulez, pour revenir à cette vieille histoire, il ne faut pas oublier que finalement, il y a là l'Empire espagnol, il y a l'Empire portugais et à la fin l'Empire français. Mais on ne parle jamais des califes, des vieux empires almoravides et puis almohades. Et c'est là où le Maroc, le roi actuel, qu'on appelle M6, après Hassan II, va absolument faire de cette question une question nationale, populaire. Il va même jusqu'à faire dire à ses ministres, il ne l'a pas dit directement déjà lui-même, que finalement il n'y aura pas de gouvernement qui puisse tenir politiquement dans son programme si l'affaire de Sahara occidental n'est pas considérée dans ce territoire qu'il a osé dire le Grand Maroc. Alors du côté espagnol, vous savez, le mandat franco-espagnol, enfin, qui va durer jusqu'au début du siècle, à 1920 et quelques, la France actuellement, si je prends la phrase de Macron, elle est très très large. Très ambigu, le président. Ce que veut le roi du Maroc, c'est que l'ONU puisse enlever cette formule de territoire non autonome et qu'il puisse s'opposer à ce référendum qui de plus en plus est refusé par le Marocain, que le RASD veut absolument imposer. République saharienne démocratique, qui est un peu appuyée par l'Algérie pour... comme trouble fait. Et c'est pourquoi le Polisario, cette armée indépendante, les rois de Maroc l'appellent l'Algéraio, quoi. Ils ont fait un jeu de mots. Si vous n'allez pas reconnaître un peu cette vieille, un peu, dirais, volonté arabe de créer l'Empire, vous ne pouvez pas comprendre ce que feront les derniers mandats. À mon avis, celui qui a la solution est Trump. Parce qu'il a déjà... Ah oui, bien sûr. Il a déjà reconnu au Maroc, il a dit « j'accepterai » la souveraineté du roi de Maroc sur ces territoires à condition qu'il normalise avec Israël. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'Israël le veut et provoque le roi du Maroc en publiant des cartes sans mettre le Sahara. Est-ce que ça ne met pas la France en porte-à-faux quand même vis-à-vis de l'Algérie? Ça positionne la France un peu entre les deux de manière ambiguë. Alors moi, ce que je Antoine. pense... Oui, tout simplement... Antoine Fenech. Oui, Antoine. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait cette réconciliation entre le Maroc et la France. On sait qu'il y a eu une dizaine d'années de tensions géopolitiques et il me semble aussi nécessaire aujourd'hui de rappeler que la reconnaissance du Sahara occidental comme étant marocain par la France, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça ouvre la voie à beaucoup de projets économiques. On l'a vu, Alstom, etc. On va en reparler. Mais je pense que c'est aussi important pour la France d'avoir un lien d'amitié et économique avec les pays du Maghreb. Bien sûr, il y a cette dégradation des relations avec l'Algérie qui n'est pas inéluctable. Il va falloir aussi reparler des crises de mémorial, etc. Mais le Maroc et la France, il y a un passif, il y a un lien d'amitié, il y a une francophonie, et on ne pouvait pas rester aussi longtemps dans cette difficulté de relation. Et vraiment, c'est quelque chose de positif. Antoine Fenech, vous parlez de difficultés de relation. L'une des raisons de ces difficultés relationnelles avec le Maroc, c'est le logiciel Pegasus, un logiciel espion qui a été mis sur les téléphones français par le Maroc, de responsables politiques français par les autorités marocaines, ce qui permettait de suivre et d'espionner les autorités politiques françaises. Et vous parliez d'Israël, Antoine Assaf. Oui. C'est important on ne voit pas très bien le lien entre Maroc et Israël, mais Pegasus, ce fameux logiciel espion, est un logiciel israélien. Ça permet, c'est pour ça qu'on cite Israël. Pourquoi est-ce qu'on cite Israël ?
d'Israël? Vous ne devez pas oublier, l'Israël fait actuellement, surtout avec l'extrême droite qui arrive avec force dans le gouvernement, la guerre de Dieu, la guerre de Jéhovah. Et de Jéhovah, il a tous les satellites. Ils sont tous observés. Vous avez vu comment ils ont assassiné les chefs de Hezbollah les uns après les autres, et Qassem qui vient d'être élu. Quel lien avec le Maroc? Le lien avec le Maroc, c'est que la normalisation totale qui a déjà commencé avec l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, avec les accords d'Abraham, Trump, quand il était président, et il reviendra à ce problème, il veut la normaliser. Et le Liban est sur la liste maintenant, le Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères israélien l'a dit, il est sur la liste de la normalisation. Et après la guerre du Sud, le retour de l'armée libanaise, on y reviendra. Pardonnez-moi de revenir avec passion vers la terre libanaise. Mais la terre du Maroc, ils sont tellement d'accord avec Trump, et Netanyahou n'attend que cela. Il n'a pas bombardé l'Iran avec force, il l'a fait que sur des bases militaires, pour attendre l'arrivée de Trump, qui ne veut pas du nucléaire pour l'Iranien, mais qui veut la normalisation de tous les pays, au lieu de créer une sorte d'une union de l'Afrique du Nord, encore une autre union que le Maroc cherche à faire. L'Amérique préfère faire normaliser tous ces pays avec l'État Israël, sans oublier que les Juifs marocains sont des Juifs respectés sur le territoire, les conseillers, les grandes familles, Amar, Azoulay, ils ont leur place dans le conseil du roi. Il faut aussi ajouter que si au Maroc, aujourd'hui, le Maroc se réouvre aussi à la France, c'est parce qu'il y a une difficulté aussi de relation entre Israël et le Maroc depuis l'attaque du 7 octobre, que aussi les accords d'Abraham que vous venez d'énoncer ne sont pas, proactifs. Et l'Arabie Saoudite, qui devait avoir un accord de développement avec le Maroc, finalement, ça patine. Donc aussi, c'est aussi des raisons qui font que le Maroc se retourne vers son partenaire naturel, qui est la France aujourd'hui. Oui, mais le partenaire français, excusez-moi si vous voulez ajouter votre nuance. Non, j'écoute, j'attends. Non, c'est pas pour une nuance. Non, je vous laisse y aller. J'ai une autre question sur un autre sujet. Oui, tout simplement parce que le roi du Maroc, il a compris que pour toucher le cœur du peuple, les habitants de l'Atlas, son gouvernement, il en fait une affaire de l'héritage des shérifs. Il dit, nous sommes les héritiers d'Almohad, ils ont créé ce royaume, on ne va pas le diviser. Le Sahara nous appartient, on l'a développé. Et de l'autre côté, du côté d'Israël, le respect qu'il a pour la communauté juive, qui est essentiellement séfarade, est très considéré par Israël, même si les séfarades n'occupent pas la première place dans le gouvernement. C'est surtout les juifs de l'Est et les ashkénazes qui dominent encore. Mais quand même, il veut leur donner un rôle. Et la troisième chose, c'est qu'Israël, pour les accords d'Abraham, elle va pouvoir devenir enfin ce dont elle a rêvé depuis 1948, l'empire israélien qui domine économiquement et militairement, et on le voit aujourd'hui, après celui de l'Empire ottoman qui a été remplacé par le français et l'anglais. Si vous voulez réagir en direct sur RCF et Radio Notre-Dame, vous pouvez nous adresser vos messages à l'adresse direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Nous transmettrons vos messages à nos invités Antoine Assaf et Antoine Fenech. On continue. Antoine Fenech, Emmanuel Macron est arrivé au Maroc avec 122 invités pour ce voyage un peu historique de réconciliation. On le disait, cette histoire d'amour à soigner. Il voulait marquer le coup. Emmanuel Macron, il y a un message politique à destination de Mohamed VI, mais également sans doute à destination des Français eux-mêmes. Oui, je pense qu'il voulait marquer le coup, mais moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que les Français, aujourd'hui, se demandent pourquoi autant de personnes de la délégation française se rendent aujourd'hui au Maroc, puisque, on le sait, il y a 122 personnes qui accompagnent cette délégation. Alors, des chefs d'entreprise, des artistes, des ministres, voilà, même des humoristes. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, à un moment donné, le timing avec la réforme du budget de l'État, où les Français, on leur demande de faire des sacrifices, l'augmentation des prix de l'énergie, les assurances-vie qui pourraient être taxées, les retraites qui ne sont plus indexées sur l'inflation. Donc les Français, on leur demande de faire des sacrifices. Et d'autre côté, vous avez 10 jours après le début des débats, vous avez une délégation, 2 avions gros porteurs qui embarquent 120 personnes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de gens pour négocier des contrats d'État? On peut comprendre qu'il y a le ministre des Armées, les ministres régaliens, etc. Mais on a des personnalités qui ne sont plus forcément nécessaires aujourd'hui. On va Teddy Riner, Jacques Lang, Bernard-Henri Lévy. Et quelle est leur plus-value aujourd'hui? Et comment expliquer aux Français pour qu'ils comprennent l'intérêt économique de faire venir toutes ces personnes?
Mais on pourrait justifier pour chacune de ces personnes, hein. Rien que Jack Lang, c'est quand même le patron de l'Institut du monde arabe, c'est quand même une institution très importante dans le paysage en France et dans ce dialogue entre la France et le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine Assaf? C'est que le rapport avec le Maroc n'a rien à voir avec celui de l'Algérie. Et c'est pourquoi toutes ces familles, Azoulay, qui était ministre de l'Éducation, Amar, qui ont joué un très grand rôle, il y a une classe royale dans le pays du Maroc que l'Algérie n'a jamais réussi à avoir. Même le fameux Abdelkader est un prince d'origine marocaine. Et toute cette monarchie, le monde, le maréchal de Latte, qui regarde et qui dit finalement, là, au Maroc, c'est une vieille monarchie institutionnalisée. C'est quand même les shérifs, les shérifs, descendants des droits du prophète, du sang de prophète, et de l'autre, je n'ai que du caillou, du sable. Il va falloir en faire un État. Il l'a fait lui-même, et puis les Alsaciens, après 1870, l'ont complété. Et je crois que, là, je relance le débat, que Macron, vieux banquier de Rothschild, il a compris que l'intention de Trump, quand il était à la Maison-Blanche et où il est en train d'y revenir tranquillement, là, finalement, serait par les accords d'Abraham, c'est un grand dealer de New York qui travaille là, des accords commerciaux entre les pays arabes et Israël qui va finir l'expertise des armes, l'expertise économique, même une sorte de nucléaire civil, parce qu'elle possède le nucléaire elle-même. En éloignant l'Iran, en la punissant, ça favoriserait dans l'Afrique du Nord un commerce, une économie où la France doit être présente. Et c'est pourquoi il est arrivé pour suivre cet élan qui va s'annoncer dans les années à venir. Est-ce que justement Emmanuel Macron veut faire du Maroc une locomotive de l'Afrique qui sera dans les toutes prochaines années le continent le plus peuplé de l'humanité? Oui, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est positif dans les deux sens, pour la France et pour le Maroc. Mais pour le Maroc, c'est vraiment quelque chose ça va leur permettre, si vous voulez, de gagner en autonomie sur le plan ferroviaire, sur le plan agriculture, puisqu'on a parlé de l'agriculture, voilà, TGV, que la France avait réussi à gagner ce très beau contrat. Et là, il y a un nouveau contrat qui pourrait se faire, c'est le rallongement de la ligne Marrakech-Kenitra. Et donc, moi, je pense que le Maroc, en fait, le développement du Maroc pourrait se répercuter évidemment sur de nombreux pays. Ça pourrait encourager à avoir une dynamique positive dans tout le continent et bien sûr au Sahel. Et donc ces contrats, on a vu les contrats avec Engie, les contrats avec peut-être l'aviation, puisque le Maroc doit refaire au moins 200 avions de sa flotte et pourrait passer sous le fleuron d'Airbus aujourd'hui et avec Boeing. Donc je pense vraiment qu'il y a un enjeu économique de développement, même mutuel, pour la France aussi, de ne pas être tiraillée entre l'Est et l'Atlantiste. Donc, il faut absolument continuer à faire perdurer ces accords bilatéraux, et pas simplement qu'avec le Maroc, mais aussi avec les autres pays du Maghreb, Tunisie et Algérie. À ce titre-là, Antoine Assaf, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, je voudrais qu'on y revienne un peu plus en détail, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'intéresse comme ça au Sahara occidental? C'est un territoire désertique, il y a quelques villes, quelques grandes villes, je pense à Tamanrasset en particulier, dans ce grand territoire-là. Est-ce que c'est vraiment intéressant de s'impliquer là-dedans, de s'engager là-dedans? Bien sûr, parce que la première chose, il veut sortir de la neutralité dans laquelle la France s'est mise dans le vote à l'ONU. Pour voter, est-ce que c'est un État autonome ou non autonome? Bon, l'Algérie était pour, etc. Et là, il voit très bien le retour des États-Unis, comme avec l'Algérie. À l'époque, il y a quand même une richesse incroyable qui se prépare. Il dit, on ne peut pas rester dans la neutralité et on peut prendre le chemin de tous les contrats que vous avez décrits. Mais à mon avis, il a bien compris ce qu'on appelle le Grand Maroc aura lieu d'une certaine façon parce que l'Algérie n'aura plus la possibilité par le Polisario d'embêter la France. Parce que l'armée du Polisario elle-même, elle est en train de se dire nous acceptons le résultat du référendum. Or, si les États-Unis arrivent, il n'y a plus de référendum, il y a le veto à l'ONU. Et à ce moment-là, la France, par sa neutralité, se retrouvera exclue, vexant le roi du Maroc et perdant un royaume historique qui, aujourd'hui, ne pose pas les mêmes problèmes de la culpabilité qu'avec l'Algérie. Antoine Fenech. Il y a aussi une chose qui est importante de dire, c'est que la France tend la main avec le Maroc en reconnaissant, on l'a vu, le Sahara occidental comme étant le marocain. On tend la main juridiquement, on tend la main aussi économiquement. Bien sûr, ça aura des effets positifs sur nos balances commerciales extérieures qui est négative en France, malheureusement aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il faut aussi parler d'un sujet
qui sera évoqué, c'est l'immigration. Emmanuel Il en a Macron, été question déjà au Parlement marocain hier. voilà, il en a parlé hier, et sur l'immigration notamment illégale, Mmh. qui est aujourd'hui, on le sait, un vrai fléau, qui malheureusement, on voit beaucoup de personnes mourir en passant la frontière, et c'est quelque chose de terrible. Et le Maroc fait face aussi, il faut le dire, à une difficulté d'immigration en interne, puisque beaucoup de pays africains, beaucoup de personnes partent du continent africain, et on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui ont essayé de passer la frontière entre le Maroc et l'Europe, et qui viennent pas simplement évidemment du Maroc. Donc il faut aider le Maroc pour contenir évidemment cette immigration illégale, mais il faut aussi que le Maroc joue le jeu aussi pour sa propre immigration, avec des laissez-passer consulaires qui, on le sait aujourd'hui, ne sont pas suffisants. On n'a que 700 laissez-passer consulaires sur plus de 200 000 visas. Il faut faire un effort aussi de la part du Maroc. Il faut que la situation soit positive des deux côtés, pour la France, mais aussi pour le Maroc. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, hier, a joué l'apaisement avec son homologue marocain. Je cite le ministre de l'Intérieur français. « Nous avons eu avec mon homologue et ami désormais des échanges très denses. Résultat, pas de chiffres concernant les laissez-passer consulaires réclamés au Maroc. » Ce qui est étonnant d'ailleurs, on pensait que de la part de Bruno Retailleau qu'il affichait une position extrêmement ferme, Antoine Assaf. C'est-à-dire là, ils n'ont plus le choix, parce qu'un autre ministre, il a dit que nous allons vraiment placer la barre très haute. Et placer la barre très haute, c'est respecter le royaume du Maroc, un peu prouver au roi du Maroc la passion qu'a le français pour le etc. et permettre au roi du Maroc de jouer le rôle que jouait malheureusement pour Sarkozy, il ne l'a pas assez compris, pour le liquider, de Kadhafi. Kadhafi, il a vraiment joué un vrai rôle pour l'arrêt d'immigration. Et c'était sa monnaie d'échange. Et ils veulent que le roi de Maroc joue ce même rôle. Du coup, ça passe par tous ces... Il n'a pas prononcé d'ailleurs les formules habituelles, Retailleau, le fameux OQTF, etc. Il a dit des gens... Beaucoup de précautions oratoires. Il veut pas le Absolument. froisser. Et lui qui aime bien faire des métaphores en jouant comme son ancien maître, un peu le figurant du Puy du Fou, quoi, avec le ordre. Ils sont fâchés ordre. désormais avec Philippe Devilliers. Les phrases à la charrette. C'est plus les Là, blagues, il était calme. Il s'est calmé et on a bien compris qu'ils veulent que le roi de Maroc joue ce rôle qui était celui de Kadhafi et de permettre à l'immigration, comme notre Antoine Fenech l'a décrit, d'être régulée avec les chiffres que nous connaissons. C'est plus simple avec le Maroc qu'avec l'Algérie d'avoir ce type de relation ? Oui, je pense aujourd'hui, puisque les relations sont réchauffées entre les deux pays, donc c'est quelque chose qu'on peut plus facilement mettre sur la table. Après, ça reste toujours un sujet épineux, bien sûr, comment mettre en place, quels sont les chiffres qu'on veut atteindre et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le Maroc, c'est quelque chose qu'on peut évoquer. L'Algérie, c'est beaucoup trop tôt, à mon sens. Et peut-être aussi parce que l'histoire entre la France et le Maroc, la France et l'Algérie sont différentes. Il y a cette histoire millénaire du côté algérien. Surtout Du côté royal. marocain, pardon. Surtout royal, parce que, vous savez, je prends un exemple provocateur. C'est pas Yves Saint-Laurent, tous les grands artistes, ils ont construit dans la Palmeraie du Marrakech, ils n'ont pas construit en Algérie leur palais, parce qu'ils savent qu'il y a un esprit de liberté bien vraiment ancré dans cette vieille monarchie qui est, à mon avis, une des plus belles. Merci beaucoup Antoine Assaf, Antoine Fenech. Vous restez avec nous. La suite du débat du jour, c'est après le retour de l'information. En un mot, Étienne Pépin, il sera question De la Corée du Nord et de la Russie. et qui, avec 10 000 ou 12 000 soldats nord-coréens qui arrivent en Ukraine. Étienne Pépin, vous restez avec nous évidemment. Les deux Antoine réunis pour ce débat du jour. Antoine Assaf, écrivain, philosophe, Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur, pour évoquer ensemble la Corée du Nord, Étienne Pépin. 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés dans un camp d'entraînement militaire russe afin d'être déployés par la suite sur le front ukrainien. Cela fait suite à la signature en juin dernier d'un accord de défense mutuelle entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Un accord qui engage la Corée du Nord à soutenir l'invasion russe en Ukraine et qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression. Moscou exploite cette clause afin d'augmenter ses effectifs militaires. Les forces militaires de Kim Jong-un représentent une manne potentielle d'1 300 000 soldats actifs. L'objectif de Vladimir Poutine, constituer une armée d'1 500 000 soldats afin de prendre l'ascendant sur Kiev. Derrière l'accord Moscou-Pyongyang, c'est la relation entre la Russie et la Corée du Sud qui se dégrade. On risque l'embrasement général, Antoine Assaf.
Je ne le crois pas parce que la stratégie russe ici, elle a plusieurs niveaux et elle est même excellente là dans le cas de Poutine parce qu'il arrive quand même à saisir plusieurs points. La première, c'est que il fait comprendre à l'Ukraine qui occupe la terre russe, sans rien dire jusqu'à maintenant, pas de grandes déclarations. Il joue le rôle du tsar Alexandre devant Napoléon. Napoléon lui reproche des alliances avec l'Angleterre, et ben il la renforce, il casse le blocus économique, et puis il ne vient pas à Varsovie brûler. Et il va pourchasser, et connaît le Bérésina et l'armée, et ça sera la grande vraiment perte de l'armée française, de ses soldats, plus de 100 000, 200 000. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, à mon avis, les Ukrainiens vont payer cher. Parce qu'en s'ouvrant à la Corée du Nord, là, il assure une présence autour du Koursk et là-bas d'éléments armés dont il a besoin du côté de Donbass. La deuxième chose, c'est que par rapport à la Chine, certes, était le premier allié. Économiquement, la Corée du Nord ne pourra pas survivre sans la Chine. Mais attention, elle a des liens assez étroits avec la Corée du Sud. Et là, ils sont un peu gênés à l'égard de Séoul, de ce que la Russie a pu faire. Mais la Russie est indépendante dans ses choix. Puis après les promesses à la Corée du Nord, c'est que Kim Jong-un, n'est-ce pas, celui qu'on caricature et que Trump a joué ce jeu de pas de danse des frontières avec lui, il sait ce qu'il fait, il gagne en balistique, il gagne en nucléaire, il gagne en termes techniques de ce que la Russie peut lui apporter. Et ça perturbe un peu la stratégie mondiale en cas où d'autres pays veulent le nucléaire comme l'Iran. Voyez-vous, c'est plusieurs choses à la fois. Et il ne faut pas oublier, la stratégie russe, là, elle est forte. Mais la stratégie, est-ce que c'est pas de chercher un peu de la chair à canon, quoi, avec de la chair à canon pas très chère d'ailleurs, parce que aller chercher des soldats nord-coréens pour le conflit russo-ukrainien, c'est mettre en danger quand même, malgré tout, toutes ces personnes quoi, qui viennent faire la guerre en Russie. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y a forcément déjà, on peut le dire, une escalade du conflit, puisque on a 12 000 soldats nord-coréens qui se retrouvent à la frontière avec l'Ukraine pour pouvoir potentiellement engager un combat. L'idée générale pourrait être de dire que la Russie pourrait être en situation de difficulté, etc., de faire venir des soldats nord-coréens, mais la vérité pourrait être tout autre, puisque finalement, ça pourrait être une stratégie de la part de Vladimir Poutine de montrer qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas isolé. Il arrive à mobiliser des troupes et des soldats à l'autre bout du monde, à lier des accords économiques. On voit, il paye les BRICS la semaine dernière. Avec les BRICS, il paye en roubles et en yuan avec les pays asiatiques. Donc finalement, Poutine n'est pas si isolé que ça. Et il a les capacités maintenant, en plus militaires, des soldats nord-coréens. Donc cette escalade pourrait inquiéter les pays membres de l'OTAN. Non, mais il aurait pu aller chercher des soldats dans son propre pays. D'ailleurs, on dit que quasiment chaque semaine, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont enrôlées quoi, dans l'armée russe pour faire la guerre. Là, il est forcé d'aller chercher jusqu'en Corée du Nord. Je répète ma question, c'est de la chair à canon à pas cher. Ah bah forcément, à partir du moment où vous faites la guerre, il y aura forcément des soldats qui vont mourir sur le champ de combat. Donc, non, mais il a plus les moyens de faire la guerre avec ses propres forces. Alors moi, je pense que si, justement. C'est-à-dire que la capacité, on sait que la population russe est d'environ 140 millions d'habitants, bien plus que l'Ukraine, l'Ukraine a des gros problèmes de ravitaillement, puisqu'on sait que là, ils ont abaissé de 27 à 25 ans l'âge de l'enrôlement dans l'armée. Et on l'a su hier, on l'a appris, 160 000 soldats vont être à nouveau réquisitionnés en Ukraine. Donc le pays, à mon sens, qui a le plus de difficultés à mobiliser des troupes aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Bien sûr, il y a des morts des deux côtés, mais la Russie, si vous voulez, a un réservoir beaucoup plus important. Juste, Antoine Assaf, sur cette question justement de l'isolement de la Russie, on a présenté ces derniers mois, ces deux dernières années, la Russie comme étant très isolée sur le plan international. On l'a vu la semaine dernière avec le sommet des BRICS, cette rencontre aussi avec Antonio Gutiérrez. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de se soigner une posture au niveau international pour réapparaître un petit peu dans le débat et dans le concert international? Bien sûr, mais il est en train de répondre au discours de Zelensky. Zelensky
premièrement, il a dit voilà, il y a des soldats de Corée du Nord, donc la guerre devient mondiale. Méfiez-vous, les gens de l'OTAN. 2, il sait que Ça le coin inquiété quand même sur le plan international. Bien sûr, mais il sait que Zelensky a des conseillers techniques et militaires depuis l'affaire de Kiev, c'est-à-dire depuis la présence des chars, et que les armes qu'il demande de plus en plus engagent l'OTAN. Et là, il présente sa candidature à l'OTAN précipitée. Avec ses ministres, il l'a déjà fait, mais là, il veut forcer. Une fois qu'il est dans l'OTAN va se sentir pressé pour le défendre et même engager une guerre mondiale. C'est ce qu'il veut. Or, Poutine joue aussi la Corée du Nord tout en sachant, un peu comme Netanyahou en Israël, que Trump arrive. Si Trump arrive, il a déjà négocié avec la Corée du Nord. Il a déjà abordé l'homme, il a déjà dédiabolisé, il a déjà un peu joué ce pas de danse avec lui. Donc, il saura à ce moment-là montrer que finalement, même les soldats ukrainiens, vous savez, l'armée qui est rentrée en terre russe, on ne l'écoute pas assez. Vous écoutez des colonels et des armées, disent mais d'accord, nous sommes rentrés. Et pour notre Zelensky, c'est une fierté pour négocier la libération de Donbass, alors que la Russie gagne de plus en plus dans le Donbass, c'est encore mieux qu'avant. Et deuxièmement, il y a un soldat qui l'a dit textuellement, je le répète, nous n'avons pas encore libéré notre terre, on vient s'installer ici, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, il n'a pas la majorité pour lui, même à l'intérieur de l'état-major de l'armée, pour cette stratégie, qui risque de se retourner contre lui, comme pour l'armée impériale de Antoine Fedek. Le risque aujourd'hui... Et Hitler aussi, bien sûr. Le risque aujourd'hui, on le voit, c'est que la ligne rouge que les Russes avaient énoncée comme quoi, donc c'était le président de la Douma, Piotr Tolstoï, et aussi Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui avait indiqué que la ligne rouge, ce serait qu'on envoie des soldats de l'OTAN directement dans les frontières ukrainiennes et russes. Et cette ligne rouge, on n'en est pas si loin. Parce qu'on a vu l'année dernière avec Emmanuel Macron son souhait d'envoyer des régiments français en Roumanie pour se préparer potentiellement à un envoi de troupes en Ukraine. Pourquoi cette escalade ? Pourquoi ne pas essayer de refaire de la diplomatie ? On n'a pas tout essayé encore ? Bien sûr qu'on peut essayer encore la diplomatie, c'est jamais voué à l'échec. Tant qu'on n'a pas de conflit direct entre la France et la Russie, ce que je n'espère pas, la diplomatie est toujours possible. On avait eu les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, qui avaient quand même réussi à calmer un petit peu le jeu en 2015. Pourquoi pas se remettre autour de la table et dire « Ok, l'Ukraine, vous pouvez donner plus d'autonomie aux régions autoproclamées séparatistes, et de l'autre côté, les Russes enlever leurs soldats et leur armement ». Donc, c'est des sujets qui sont encore, à mon sens, possibles. Et sans oublier la question des frontières. Si vous calculez les frontières qu'a la Russie avec la Corée, 17 un peu terrestres, 22 maritimes, c'est rien par rapport. Oui, c'est rien par rapport à la frontière avec la Finlande qui est de 6000 km. Donc, mettez-vous dans la tête de Poutine. Il sait qu'il ne peut pas gagner contre l'OTAN et la grande puissance des États-Unis. C'est lui qui l'a dit. Il n'y en a qu'une, elle, mais il a ajouté la Russie reste invincible. Et il est en train d'équilibrer ce bras de fer pour que le président qui arrive, et surtout, il l'espère Trump, bien sûr, même s'il s'est moqué du rire de Kamala Harris, j'aime son rire, c'est comme si tous les problèmes étaient résolus. Trump l'a pris en premier degré, il était vexé, mais en fait, il se moque d'elle. Tout n'est pas résolu, c'est un fiasco. Et là, on va voir comment il va jouer avec Trump l'arrivée sur la scène des États-Unis, comment l'OTAN va jouer ce rôle pour faire reconnaître les 20% de territoire du Donbass, mais presque définitivement, quoi. Et ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que la France doit aussi avoir sa propre voix. Donc, elle n'est pas obligée de suivre mathématiquement ce que décide l'OTAN. Elle a sa puissance, elle a sa propre voix. Et il faut rappeler aux Français que la guerre en Ukraine, ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas la guerre qui est sur notre sol. On a déjà aidé l'Ukraine en envoyant des chars lourds, des avions de combat, de l'argent. Mais à un moment donné, il y a des limites. Vous trouvez qu'on en a trop fait, Antoine ? Je pense qu'on a déjà fait beaucoup pour l'Ukraine et on continue à le faire puisqu'il y a de l'argent qui est envoyé à chaque fois. Mais il y a une certaine ligne rouge à ne pas franchir, ne pas oublier que cette guerre, ce n'est pas la guerre des Français. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement un peu général dans notre monde là d'aujourd'hui ? On a ce conflit en Ukraine majeur, on a le conflit en Israël aussi qui devient un conflit mondial. Est-ce que les deux conflits, d'une certaine manière, peuvent s'embraser l'un l'autre, embraser le monde, sachant que, par exemple, les États-Unis sont impliqués dans les deux ? Oui, bien sûr, il faut partir de la plus grande puissance du monde. Et quand on dit la plus grande puissance du monde, vous calculez, par exemple, à partir du Golfe Persique, si
si l'Iran, qui est bien sûr l'État qui a fabriqué toutes ces milices de l'axe du mal, comme l'appelle Netanyahou, l'axe chiite avec la malheureuse milice Houthi dont le port a été détruit, Hamas abandonné qui a fait un coup romantico-libérateur qui a vraiment 1500 morts chez les Juifs, plus de 50 000 chez eux, quoi. Il faut quand même qu'ils se calment un peu. Et de l'autre côté, la Syrie, l'Irak, l'Iran, les États-Unis, tout de suite, par le Lincoln et la présence de cette flotte américaine dans le golfe Persique, on lui a dit, il nous faut une semaine et votre flotte est détruite. Donc, attention à ce que vous faites avec Israël. De même qu'avec la flotte russe, l'Amérique a fait comprendre à Poutine, s'il y a encore des menaces de nucléaire et vous poussez plus loin, votre flotte sera détruite. Et c'est très bien la puissance de la flotte américaine. Chaque frégate russe, elle a 3000 missiles en face d'elle. Vous ne pouvez pas imaginer, il le sait Poutine, mais Poutine veut d'une certaine façon agrandir à partir des accords de Minsk, faire comprendre à l'Europe et à l'OTAN, si vous voulez vous élargir, attention, n'allez pas trop à l'Est. Vous l'avez promis après la chute du mur. Et là, on est en train de parler de la Géorgie. Même la Géorgie, regardez, le clan pro-russe a gagné. On dit qu'il y a fraude. Mais que veulent l'opposition pro-européenne? C'est qu'on refasse l'élection et qu'ils regagnent? Et à ce moment-là, les Russes, donc, on proie à une guerre civile. Il sait très bien que l'expansion de l'Europe, qui n'arrive même pas à gérer ses 27 encore, qui a des problèmes dans le budget, est un peu trop expansive et que ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire un empire des États-Unis d'Europe déguisé, jamais l'Amérique, les États-Unis, surtout celle de Trump qui arrive, ne pourra jamais l'accepter. C'est ça le problème des États-Unis d'Europe. Notre Barnier le sait assez. Et c'est pourquoi il y a eu un Brexit. L'Angleterre a quitté parce qu'elle ne veut pas d'un empire européen qui égalerait ou qui dépasserait ou qui serait dispensé de celui des États-Unis. Antoine Assaf, Antoine Fenech sont présents dans le débat du jour. Vous pouvez continuer à réagir direct @radionotre-dame.com. On continue ce débat du jour. Vous pouvez réagir toujours à l'adresse direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. On continue avec nos deux invités, Antoine Assaf et Antoine Fenech. Le Parlement examine actuellement le budget. Il faudra travailler plus, a promis le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, alors que le gouvernement doit réaliser 60 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit public. Et se pose la question, combien rapporterait la suppression d'un jour férié? Selon les députés qui poussent la mesure, la transformation d'un jour férié en journée de solidarité travaillée pourrait rapporter plus de 3 milliards d'euros. C'est une proposition formulée par le député du Nord et ancien locataire de la place Beauvau, Gérald Darmanin. Alors qu'on s'apprête à partir quelques jours en congé pour le 1er novembre, on s'interroge sur... Pas sur RCF, on sera bien là vendredi, je tiens à le préciser, Radio Notre-Dame pareil. Je vous écouterai depuis mon lieu de vacances, Pierre-Hugues Dubois. Mais la question se pose d'un nouveau jour férié de solidarité pour faire des économies. Bonne ou mauvaise idée, Antoine Fenech? Et je pense que fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise idée d'aligner le public sur le privé. Mais il faut le dire, ce n'est que des petites réformettes. Ce n'est pas avec ce genre... 3 milliards d'euros d'économie, quand même. Alors oui, sur le coup, c'est quelque chose de positif. Mais on n'est pas sur des réformes structurelles en profondeur de comment on pourrait redresser les finances publiques de la France. On a besoin, en vérité, on a besoin de 150 milliards pour rééquilibrer les comptes publics. Et là, on cherche 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, 3 milliards... L'intention est bonne. Mais en fin de compte, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est... je ne sais pas, par exemple, revoir les 35 heures. Il faut arrêter à chaque fois de pénaliser parce qu'en fin de compte, c'est les entreprises, c'est les TPE, les PME qui vont se devoir se retrouver à payer des impôts puisque c'est comme des impôts déguisés finalement. C'est-à-dire qu'on enlève un jour férié, mais aujourd'hui, le lundi de Pentecôte qu'on a supprimé en 2004 et qu'on a remis en 2008, c'est un jour férié qui est chômé par les travailleurs, mais qui finalement est considéré comme travailler pour les entreprises qui reversent une somme comme une petite taxe à l'État. Donc au final, on impose encore plus les entreprises. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça dans une situation où la France a besoin de ces entreprises-là pour fabriquer des richesses, pour fabriquer du PIB et finalement avoir plus de recettes fiscales? Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de demander toujours d'efforts en plus sur les petites entreprises qui galèrent, on peut le dire. Antoine Assaf.
Ben, moi, je vois derrière ça la question du budget. Vous savez, Socrate avait trouvé la solution. Lui qui n'avait pas de salaire, il disait entre un homme riche, enfin non milliardaire d'aujourd'hui, qui dépense n'importe comment, sans regarder vers où va l'argent, vers la réalité, quoi. Et quelqu'un de pauvre qui gère son épargne et qui dépense pas n'importe quoi, juste l'essentiel, c'est le pauvre qui est plus riche que le riche. Et là, il y a eu en France une manière de Barre, qui est un des meilleurs économistes que Raymond Barre. Raymond Barre, bien sûr, a eu. C'est pourquoi il a été accepté à enseigner à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Ils prennent les meilleurs. C'est le Libanais qui parle. C'est le Libanais qui parle. Non, c'est le jésuite. Parce qu'ils avaient une relation, une convention avec Lyon 3. Et Raymond Barre a enseigné l'économie au Liban. Mon père, mon frère étaient ses étudiants. Il avait toujours cette phrase: la France vit au-dessus de ses moyens, mais au Liban, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez le miracle libanais. Le miracle libanais, c'est que la diaspora envoie 10 milliards de dollars de cadeaux à toutes les régions. Et ça continue maintenant, on se calme un peu. Mais regardez la manière dont on va chercher à épargner. Et vous dites c'est 3 milliards de dollars que 3 milliards d'euros. J'ai entendu 1,5, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien l'analyse de Mélenchon, qui était prof d'histoire. Et son analyse est très drôle. Il va commencer par dire: mais qui est cet Olybrius? L'expression qu'utilisait à l'époque romaine, c'est lui qui faisait le guignol pour se faire remarquer, au lieu de fermer sa gueule et d'écouter. Qui est cet Olybrius qui a inventé cela? La maladie est vraie. Elle n'est pas fictive. Ces gens qui travaillent et qui tombent malades, ils tombent malades à cause du patron qui a un management brutal. Il a fait une analyse très marxiste. Ils sont fatigués, ils n'ont plus de sens à leur travail. Et quelles sont les maladies en France? Les cardiovasculaires, les cancers, la diabète. Tout ça vient du travail. Donc, quand quelqu'un demande justement ce congé maladie, vous lui arrachez une journée, 2, et maintenant, aujourd'hui, c'est 3. Alors là, on parle d'autre chose. On parle justement des jours de carence. Mais c'est le jour de carence qu'il critique. C'est-à-dire le jour de carence, c'est-à-dire vous ne payez pas... Mais c'est un autre sujet que le jour de solidarité, le jour férié. Mais vous ne payez plus la journée de maladie. C'est ça, la carence. Et la carence, elle est dans le droit du travail, du contrat. C'est-à-dire, même l'assureur, les grands assureurs, si vous venez demander une assurance 1 mois avant d'aller se faire opérer du cœur, l'assurance vous dit non, il faut au moins 3 mois. Là, vous avez prédit votre maladie. Ça, c'est pour le jour de carence. Mais on voulait aussi évoquer avec vous le jour férié qu'on pourrait faire en plus. Aujourd'hui, le lundi Pentecôte est chômé. Faut-il supprimer des jours fériés? C'est une grande question. Rappelons d'ailleurs que sous l'Ancien Régime, il y avait beaucoup plus de jours de congé. C'est Napoléon qui a supprimé un grand nombre de jours de congé, notamment la Semaine Sainte, notamment avant Noël. Aujourd'hui, on a quand même un nombre plutôt important de jours de congé. Vendredi, ça sera un exemple. On aura encore vendredi 11 novembre. Faut-il supprimer un nouveau jour de congé? Antoine Fenech. En termes de jours de fériés, on n'en a pas forcément plus que les autres pays européens. Ça, c'est prouvé. On se rappelle aussi de l'ancien président Giscard d'Estaing qui avait retiré le jour de congé du 8 mai pour la construction européenne, mais finalement qui avait été remis par François Mitterrand. Donc, rien n'est immuable. Par contre, moi, ce qui me dérange dans cette idée, même si évidemment ça peut faire 3 milliards d'euros d'économie, c'est qu'on demande toujours aux Français de payer pour donc il y a eu 1000 milliards de dettes là, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On demande toujours aux Français de payer d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les entreprises ou pour les salariés si on leur retire un jour de férié et de repos, pour les politiques, les mauvaises politiques menées depuis 40 ans finalement. Mais vous disiez qu'il fallait supprimer les 35 heures pour que les gens travaillent plus. C'est un moyen de travailler plus, avoir un jour férié en moins. 35 heures, aujourd'hui, on voit bien que déjà quasiment toute la population travaille un peu plus que 35 heures. Donc au final, on a toujours notre contrat, mais on travaille plus dans les faits. Donc finalement, on pourrait revenir sur cette réforme et gagner beaucoup plus en croissance et puis en revenus de recettes fiscales, voyez. Et sans oublier la manière dont la France est faite. Moi, j'y habite depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours été étonné du nombre de vacances qu'il y a en France. Avant, je suis rentré au lycée Henri IV en terminale, c'était le 9 septembre. Aujourd'hui, on rentre un peu encore. C'est-à-dire, il faut savoir que ce rythme de 6 semaines, 2 semaines de vacances, 6-2, 6-2, quand vous arrivez à ces 2 semaines, c'est de l'économie. L'économie de la Toussaint, les produits dérivés des fêtes de la Toussaint, de Halloween. Vous arrivez en février, 2 semaines, les stations de ski, les vacanciers et tous les ponts. Le 1er mai, qui est une fête du travail, mais qui est devenue celle de Jeanne d'Arc. Bravo Jeanne, une sacrée Lorraine, on ne pense qu'à elle le 1er mai. Et le 8, ce sont des grands ponts.
Et les grands ponts, c'est C'est générateur hôtels. d'économie. C'est- C'est ça- générateur d'économie. c'est l'économie touristique, l'économie, et ils se plaignent. Quand on donne une semaine de vacances d'hiver, une de tout ça, vous aurez tous les syndicats de tous ces chalets qui vont se lever pour dire vous nous avez fait perdre. Oui, mais donc Antoine Assaf, il faut faire le comparatif, et je ne sais pas si vous l'avez peut-être, hein, mais c'est entre les économies générées, enfin les richesses générées par le tourisme de 2 semaines de vacances versus les richesses réalisées si on avait une semaine de vacances de moins. Bah, oui, mais Il absolument. faut mettre les mais- deux en Et parallèle. Et c'est là où je revenais à la réforme que l'Allemagne a bien comprise. Pendant ces 2 semaines, les profs, si on augmente un peu leur salaire comme en Allemagne, une institutrice touche 4 000 € en Allemagne, mais elle est responsable de l'éducation de répondre, de sortir avec eux, de faire un travail d'éducateur en plus des cours qu'elle donne. Si on donne à ces profs le moyen d'utiliser ces 2 semaines, d'aller marcher avec leurs étudiants, de se consacrer, de ne pas eux-mêmes être, à ce moment-là, vous allez produire, à mon avis, une économie plus forte et garder le même rythme de vacances. Antoine Assaf mise l'éducation. Et on Et pourrait on- aussi se poser la question de savoir, si vous parliez de ce comparatif là sur les semaines de vacances et puis le jour de solidarité, mais il faudrait voir ce qu'on gagnerait à travailler plus que ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas à repasser aux 39 ou 40 heures. Alors, on n'a pas les chiffres évidemment sur place, mais je vous laisse imaginer le fait que la croissance, si on retrouvait de la croissance aujourd'hui, on est à 0,5 de croissance. Si on était à 2% de croissance, vous imaginez le gain sur le PIB et le ratio dette et déficit public PIB qui serait complètement changé. On n'aurait pas besoin de faire des coups de rabot d'1 milliard par-ci par-là. On pourrait laisser tranquillement les Français partir en vacances et arrêter de leur imposer toujours plus de taxes ou moins de jours fériés de repos. Et là, une idée comme ça qui me venait, c'est par exemple aujourd'hui, on sait qu'on est un des pays dans l'Europe avec le plus de fonctionnaires. On atteint presque 6 millions de fonctionnaires. On sait qu'il y a un millefeuille administratif pas possible. On voit en Allemagne, il y en a 4 500 000. Ça fonctionne chez eux. Pourquoi en avoir 180 000 de plus depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Tout ça, c'est des questions et c'est des frais vraiment colossaux. Et donc, pour moi, il faut revoir tout ça. Il y a d'autres choses. On dépense 160 milliards d'euros dans les administrations publiques. Il y a plein de plans où on pourrait économiser beaucoup plus que simplement aller encore se tourner vers les Français et leur demander des efforts supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin de responsabiliser nos compatriotes, quoi? Enfin, je veux dire, on peut aussi se prendre en main et se dire qu'on peut participer à l'effort collectif. Alors, il y a les impôts, d'accord, mais ce jour de solidarité ou travailler davantage, c'est pas complètement incohérent. Non, on peut toujours demander de travailler plus. C'est ce que Hitler a demandé aux Allemands. Hein. Enfin, je vous en Et quand supplie, il l'a fait... Ah oui, mais aujourd'hui, non, mais le sujet n'est pas là. le sujet honnêtement. de le parti de l'extrême droite est en train de gagner en Allemagne. À cause de cela, il veut revenir responsable, le peuple, le travailleur allemand, le soldat. Il est en train de reprendre toutes ces valeurs. Et quand vous le faites sans faire du fascisme, sans faire de la manipulation mentale qu'a fait Hitler avec son peuple, parce qu'il a fini par virer tous les généraux et faire sa propre guerre contre la Russie et la perdre. Quand vous la faites sincèrement, vous éduquez un peuple. Et concernant les fonctionnaires, il faut aussi savoir d'où ça vient. C'est que quand De Gaulle a libéré la France et après 10 ans de retraite est revenu pour gouverner, il a dit il faut donner quelque chose aux communistes résistants. Il les a mis dans toutes les fonctions du service public et ça a inspiré aux grands poètes Aimé Césaire de dire aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, soyez fonctionnaires, vous êtes contents à vie. Du coup, l'Antillais n'est plus un promoteur ni un chef d'entreprise raisonnable. Il souffre à cause de cette mentalité. Donc il faut revenir à son histoire et créer une forme de liberté, de courage que les pays en guerre ont. Pourquoi les pays en guerre sont capables de recréer leur boulot, etc. Je cite le Liban, Israël. Ils ont créé un État en 70 ans jamais égalé au Proche-Orient parce qu'il y a ce désir de vivre et de dépasser... Et le pays fonctionnait niveau de la faim, très tout à bien fait. avant aujourd'hui, on a des fonctionnaires en plus. Chaque année, le pays fonctionnait très bien à l'époque. Et aujourd'hui, on voit qu'il fonctionne de moins en moins bien et on a besoin de plus en plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi laisser l'esprit d'entreprise. Et je pense que même si on diminuait le nombre de fonctionnaires, les gens pourraient retrouver un emploi dans le privé, créer des entreprises. Et économiquement, la France
transporterait vraiment mieux. Ouais, c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Moi, j'ai eu des étudiants à l'ESSEC, à Chaussée. Plus j'avance depuis les années 80 jusqu'aujourd'hui. Avant, je suis chez Michelin, je suis chez tel les grands noms. Et on fait toute sa carrière dans la même entreprise. Voilà, et aujourd'hui, ils font un peu un stage, ils créent leurs entreprises, les jeunes. Ils choisissent une belle épouse qui travaille autant que lui, un esclavage amoureux, tous les deux, et ils font des entreprises. Esclavage amoureux, juste en un mot, expliquez bien ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire, Ça, c'est le fiancé qui parle. C'est-à-dire, les deux doivent travailler. Il n'est pas question que la femme ait créé ensemble un couple. J'appelle ça esclavage amoureux, mais en fait, c'est une litote. Je pense le contraire de ce que je dis. Je pense qu'en tout cas, il y a une belle fécondité des entreprises en France avec toutes les startups qu'on voit naître. Ça montre aussi une forme de vitalité quand même. Absolument. On a envie de travailler, on n'est pas fainéant en France. Tiens, pour en parler un jour dans le débat du jour, Est-ce parce qu'on est que fainéant? les startups sont en difficulté aussi aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a vraiment envie de bosser en France. Ben oui, c'est vrai. Et Je pense ben, aussi. on continue à travailler avec vous, Étienne Pépin. Merci beaucoup, mais bonnes vacances. Moi, je vous avoue que je Ouais, suis voilà. très heureux de travailler, mais Voilà. je suis très heureux de partir en Exactement, vacances ce hein, soir. je n'osais pas faire le lien sur la fainéantise parce que vous êtes mon rédacteur en chef, Étienne Pépin. Oui, tout à Mais fait. tout de même, Un peu de respect, s'il vous plaît, quand même. Non, mais en tout cas, sachez que même si c'est férié après-demain, même s'il y a beaucoup de gens en vacances, RCF et Radio Notre-Dame, Continue. nous, on travaille. Demain, après-demain, nous serons là. Tous les jours que Dieu fidèles fait. au poste. Cécile Mérieux, vous serez fidèle au poste? Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, et vous êtes fidèle au poste dans une poignée de secondes pour le flash, le retour de l'information. J'en profite pour remercier celui aussi qui est fidèle au poste tous les jours de l'année, jour après jour, il est là derrière la vitre. C'est Pierre-Henri Paget qui réalise cette matinale depuis 6h30.